Bonjour Tesfaye, bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession sportive de haut niveau. On est ravis de t'accueillir dans les locaux d'Ostéo 77, un endroit que tu connais bien parce que tu es patient ici, si je ne me trompe pas. Exactement, je suis patient de Alain Gerbert. Parfait. Donc pendant 1 heure, aujourd'hui, on va passer au travers de ton parcours. On va découvrir comment tu es devenu sportif de haut niveau et on va comprendre comment est-ce que tu as géré ta carrière. On va te présenter en quelques mots et corrige-moi si jamais je dis des bêtises. Tu es un papa de 3 enfants qui a 37 ans, titulaire d'un diplôme de massothérapeute et un CFC d'employé de vente d'articles de sport, coureur professionnel depuis plus de 20 ans, champion du monde de course en montagne par équipe avec l'Érythrée, 2 fois médaillé d'argent et de bronze au championnat du monde de course en montagne en individuel, vainqueur de multiples courses de 10 km et avec l'objectif de continuer ta carrière le plus longtemps possible. Tout à fait. Parfait. Alors, Tesfaye, commençons par les prémices. D'où vient ta passion pour la course à pied ? Ma passion de la course à pied, ça vient sur le parcours de mon école. Et j'ai grandi et né à la campagne. Donc, de l'école obligatoire, j'ai fini dans le village où je suis né, je suis grandi. Et en élémentaire, je devais marcher environ 5 km pour aller à l'école. Donc, à le retour, ça fait 10 km par jour. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai pris l'habitude. Ma famille sont quand même dans l'agriculture, mais après, voilà, les schémas 5 km à le retour, 10 kg par jour, c'est quand même pas mal. Et puis, un jour, l'école, ils ont organisé une course de toutes les classes. Et puis du coup, j'ai présenté ma classe pour toute l'école où j'allais. Et je tentais sur 800 mètres, puis je fais 2e place. Et puis c'est là qu'il a commencé on peut dire ma carrière sportive. Tu avais quel âge quand tu as fait cette course de 800 mètres pour représenter ton école ? J'avais 13 ans. 13, 14 ans, 13, 12 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait après cette course de 800 mètres pour lancer ta carrière de sportif ? Au départ, comme je commençais la course à pied, c'était juste pour s'amuser et un peu faire rire des autres. Parce que pourquoi ? Dans ma classe, comme j'ai dit, dans ma classe, dans mon école, toutes les classes, ils devaient présenter un coureur sur chaque discipline. Et puis dans ma classe, il y avait un autre gars qui fait un peu de bêtises, qui fume, qui boit un peu, et puis il dit « Oh, je veux faire moi, tout ça ». Et puis c'était vraiment très important pour notre classe aussi, pour gagner des points et puis aussi présenter l'école original. Et puis j'ai dit non, tu vas pas présenter. Si c'est présenté, c'est moi qui dois présenter notre classe parce que toi, comment tu vas courir tout ça. J'avais pas d'expérience de la course à pied. Hein. C'est juste parce que je l'ai vu qu'il fume, il boit et puis il dit non, toi tu vas pas courir. Et du coup j'ai présenté, je fais sur 800 mètres, je fais 2e, puis après je suis sélectionné pour présenter l'école au régional. Et j'ai fait sur la même distance, 800 mètres, j'ai fait 2e. Après, je présentais les cantons, de tous les cantons en Érythrée. Et puis, c'était sur 1500 mètres et 800 mètres. Là, j'ai commencé par 500 mètres. Et puis, où il y a le cantonal, tout ça, il y avait des athlètes, il y avait des équipes de coureurs vraiment professionnels basées à la capitale qui ont beaucoup d'expérience. Et puis, moi, j'avais pas de matériel, j'avais juste des chaussures, des équipements de foot, et juste avec des chaussures longues, avec des t-shirts, des shorts de footballeurs. Et puis, j'avais pas de chaussures, j'ai acheté des chaussures en plastique, mais chaussures en forme de... Avec des crampons ? De crampons, mais en plastique. Et parce que j'ai pas vraiment de connaissances avec quel équipement je dois courir, quel entraînement il faut faire, tout ça. Et puis j'ai fait, puis j'ai attendu un jour, j'ai attendu à ce moment-là, on a fini l'échauffement, tout ça, juste avant de lancer le départ. Et il y avait des gens qui regardaient là-bas, des écoles, tout. Ils disaient, ouais, ce footballeur-là, qu'est-ce qu'il fait ici ? Et puis on verrait alors après. Et du coup, le départ n'est pas lancé, et puis je fais 2e place sur 1500. Et 30 minutes après, je fais sur 800 mètres.
Et là, j'ai fait 4e. Et c'est après que j'ai compris que j'ai aussi des capacités et que je peux montrer quelque chose, ce qui est caché sur moi. Et puis après, j'ai eu aussi des encouragements. Et puis, il y avait des coachs, de coachs nationaux, de coachs des clubs qui sont basés à la capitale. Ils étaient là aussi pour voir s'ils trouvent des athlètes. C'est comme ça qu'on peut sortir des athlètes qui présentent aussi leur pays. C'est des bas de l'école et puis de la région et puis cantonale. Après, voilà, j'ai eu ces chances-là et puis ils m'ont demandé d'intégrer dans leur club à la capitale parce que moi, j'étais loin de la capitale à 30 km. Puis, du coup, j'ai dit OK, pas de problème. Ça m'intéressait beaucoup. Et puis, chaque week-end après l'école, j'allais à la capitale pour faire des entraînements, pour comprendre. Et c'est comme l'apprentissage pour moi et voir comment ça se passe, comment ils s'entraînent, ce qu'ils font pas. J'ai fait ça pendant un certain temps, 5-6 mois. Et après, je ne peux pas venir chaque week-end, aussi, parce qu'il faut aussi aider la famille en agriculture, parce que comme j'ai grandi là-bas. Et j'ai décidé de complètement quitter le village où j'ai grandi et installer à la capitale pour vraiment en parallèle de mon école. Et vraiment de comprendre et d'être pro. Voilà, ça a commencé, la base de la course à pied, ma passion, ça a commencé de ce que je viens de vous dire. Donc à 14 ans, tu décides de rejoindre la capitale pour commencer à t'entraîner et à essayer de devenir un sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu as pu participer à ces entraînements et être justement avec ces nouveaux coachs qui t'ont appris l'athlétisme? Et de pouvoir s'entraîner en équipe, en groupe, c'est beaucoup plus avantageux que courir tout seul. Parce que quand j'étais à la campagne, chaque matin, je faisais 20 km. C'est juste comme ça. Hein. J'ai pas eu de conseils. Heureusement, j'ai pas eu de blessures parce que je faisais que sur la route. Pourtant, il y a beaucoup, c'est que la terre là-bas. Puis, il y a qu'un seul route qui passe un vrai goudron, quoi. Du coup, l'avantage, c'est vraiment de s'entraîner et d'échanger aussi avec des coureurs comme moi et des coachs. On avait vraiment un suivi vraiment intéressant. Après, j'ai décidé de faire, après 6 mois, j'ai décidé de faire le marathon un marathon entier, voilà. Un marathon, la fête nationale de notre pays, c'est le 24 mai. Et puis, qu'on a eu notre indépendance, en fait. Et donc, c'est au mois de mai. Chaque mois, le 24 mai, il y a un marathon. C'est un championnat d'Érythrée, on peut dire. Et j'ai participé à ce championnat sur marathon. Et puis, j'ai fini. J'avais 14 ans. Le marathon que j'ai fait, c'était quand j'avais 14 ans. J'ai fini, mais après, je me suis hospitalisé pendant 1 semaine. C'était pas parce que j'étais pas prêt pour faire un marathon. J'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai pas fait beaucoup d'entraînements pour attendre pour faire ce marathon-là. Et après, petit à petit, j'ai descendu sur de petites distances, sur 1500, 5000, 10 000. Et voilà. Après, j'ai compris qu'il faut pas aller seulement sur des choses plus grandes sans faire des bases. Qu'est-ce que tu avais imaginé pour ta carrière de sportif à cet âge-là, de 14 ans? Comment est-ce que tu voyais le futur du sport pour toi? Je voyais moi-même à cette époque un grand athlète qui participe aux Jeux olympiques. C'était mon rêve. Je regardais aussi à la télé, je regardais des athlètes qui présentaient l'Érythrée aux championnats du monde, aux Jeux olympiques. J'étais vraiment voulu être comme eux et présenter le pays, d'avoir la fierté aussi des gens qui te connaissent et puis qui t'encouragent, qui disent « Waouh, il fait ça, il court, on a vu à la télé, on a vu sur les journaux, on a regardé sur les journaux, tout ça. » Et puis je pense, je pas vraiment attendre mon rêve d'aller aux Jeux olympiques et par différentes raisons. Et par contre, je vis ma passion à fond. Et justement, tu disais que tu rêvais de représenter ton pays. Quelle est la première course sur laquelle tu as pu représenter l'Érythrée à l'international notamment?
Voilà. Depuis que j'ai installé à la capitale, quand j'ai quitté mon village, il me fallait qu'un an et demi pour être vraiment intégré dans l'équipe, dans les clubs et comprendre comment ça se passe, comment ils font les entraînements, tout ça. Combien de fois ils font par jour, combien de kilomètres ils font par semaine ou par jour. Comprendre le système, puis ça m'a pris un an et demi. En parallèle, j'allais aussi à l'école et je travaillais, j'allais à l'école, tout ça. Et en 2006, c'était un cross. D'abord, il y avait une qualification en Érythrée. Il y avait les qualifications de tous les clubs, de tous les cantons. Et donc, après, ils sélectionnent des athlètes au quota minimum. Si c'est 4 personnes ou 3 personnes par discipline, ils choisissent 3 personnes. Et j'étais ingénieur à cette époque, en 2006. Et j'ai décidé de participer parce que j'avais un coup de vitesse que j'ai travaillé. Et puis, j'ai décidé de faire avec les seniors sur 4 km. Et en cross, je fais 3e place. Puis, du coup, j'étais sélectionné dans les teams nationaux. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de présenter mon pays en 2006. C'était au Fukuoka, au Japon. Et justement, on va te remettre dans une situation concrète, Tesfaye. Essaye de te souvenir, le 10 septembre 2006, c'est l'épreuve du Trophée mondial de course en montagne à Bursa, en Turquie. Il me semble que tu pensais participer à la course junior et finalement tu as dû participer avec les seniors. À l'issue de cette course, tu vas obtenir la médaille de bronze, donc une performance individuelle incroyable qui va permettre à l'Érythrée de remporter le titre de champion du monde par équipe. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui se passe dans ta tête quand tu comprends que tu ne vas pas pouvoir courir avec les juniors et que tu vas devoir justement courir avec les seniors? Oui, j'étais junior, puis quand je suis parti de mon pays avec l'équipe, tout ça, j'étais sélectionné avec les juniors, c'était au championnat du monde de course en montagne. Et puis, comme tout le temps, comme toujours, je fais la qualification en Érythrée. On fait toujours la qualification parce qu'il y a beaucoup des athlètes aussi. Et il n'y a pas beaucoup de chances. Du coup, tous les clubs, tous les cantons, ils présentent tous leurs athlètes pour sélectionner au maximum de leur club, de leurs athlètes. Et j'étais sélectionné. Je pense que la 3e place, il m'adore beaucoup. Puis je fais 3e place aussi aux qualifications en Érythrée. Et puis on est parti avec l'équipe comme tant que junior. Une fois arrivé à Bursa, c'était en Turc. Et la veille de la course, parce que toutes les listes des athlètes et du pays, ils s'affichent dans la vitrine pour voir quel pays, combien d'athlètes ils présentent, les athlètes, tout ça. Et l'âge, tout. Et comme ça, ils regardent, je pense, c'est d'autres pays. Moi, j'étais pas, ce que j'ai dit, j'étais pas en menace, mon 2e course en international. Mais ma première course aussi en course de montagne. Mais j'étais pas en élite mondiale connue pour menacer des autres athlètes. Vous voyez ce que je veux dire? Il disait, et puis du coup, ils ont regardé sur les listes, ils disent, ouais, comment ça se fait que lui, il court en junior, il a 19 ans, il a 20 ans. Parce que j'avais 19 ans et 6 mois. Et puis après, il disait, à partir de 19 ans, et si on passe 6 mois, donc on compte l'âge avec senior. Donc en fait, si on compte comme si c'était à 20 ans en fait. Et moi j'ai 19 ans, comment ça se fait que j'ai 20 ans? Ouais, parce que vous avez passé la moitié de l'année et on considère que vous avez 20 ans. Je dis, c'était juste la veille, c'était à 20h le soir. Je dis, comment ça se passe? Pour moi, je suis venu, j'ai préparé, je suis venu avec l'idée de courir en junior. Comment ça se fait que maintenant je cours le lendemain avec les seniors? Puis c'était le président de la fédération internationale qui est venu avec mon coach, tout ça, avec le staff. Il m'a dit, écoutez, Tesfaye, là vous avez la chance parce que vous êtes déjà ici sur place. Je vais quand même vous autoriser à faire la course sur le senior. Sinon, si vous êtes chez vous, en Érythrée, vous n'aurez pas dû sortir parce que votre âge, il n'est pas considéré comme junior, il est considéré comme un senior. Mais je dis, de toute façon, j'ai réfléchi. Je dis, je n'ai pas le choix. Soit je fais pas. Soit je fais la course, j'essaye, je tente ma chance. Soit
je fais pas, c'est aussi une grande déception pour moi et pour l'État, pour mon pays, parce qu'ils m'ont envoyé pour faire quelque chose. Puis pourquoi pas, j'essaie. Puis après, j'adore aussi, comme je grandis à la campagne, j'adore les challenges. Pas dit, ok, pas de problème. Mais mes compatriotes, c'est des athlètes comme moi, qu'on s'entraînait ensemble, j'ai pas peur d'eux, mais après, il y avait des athlètes qui sont quand même internationaux, qui ont beaucoup d'expérience, qui font plusieurs années en course de montagne. C'est eux qui m'ont un peu terrorisé, on peut dire. Moi, c'était vraiment, c'est juste pour gagner, pas pour participer. Et le départ est parti, et puis moi j'adore regarder toujours les journaux et voir quels athlètes sont forts, quels athlètes sont gagnants, ils ont eu le titre l'an d'avant, tout ça. Et le départ, c'était sur 600 mètres plat, et après ça monte vraiment raide comme ça. Donc le passage, il est vraiment court, c'est, on ne peut pas doubler. Les chemins, c'est dans la forêt, et on ne peut pas doubler. S'il y a quelqu'un devant, voilà, il faut juste le suivre, quoi. Et pas juste suivi les athlètes qui sont forts au premier bloc. Et voilà, j'ai fini le troisième, puis le dernier 300 mètres, ils sont forts, ils ont sprinté, puis ils sont plus forts dans les plats et descendre, mais moins forts dans la montée. Puis du coup, j'essaie vraiment de relâcher, d'attaquer dans la montée, mais à chaque fois, la descente et les plats, ils m'accrochent. Puis du coup, j'ai fait 3e place à ce championnat-là. J'étais fier, vraiment fier. Puis je pense aussi tous les pays, les gens, le coach, les staffs, ils étaient aussi bien fiers. Et on peut dire, grâce à moi et grâce à d'autres, mes collègues aussi qui étaient dans le même team, on a battu le record du monde aussi, en équipe, en junior et en senior, qui était détendu par l'Italie pendant 22 ans. Jusqu'à maintenant, il a le record. Qu'est-ce que ça a changé, cette médaille et ce titre de champion du monde par équipe, quand tu es retourné en Érythrée pour toi? Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et la visibilité aussi. Et puis, je recevais des newsletters de la part de la Fédération internationale, des informations de la nutrition. C'est des informations sur le journal, là, mais on apprend plein de choses, pas mal de choses sur là. Et j'ai reçu aussi des invitations sur d'autres courses. Par exemple, quand j'ai gagné cette médaille-là, 2 mois après, il y avait une course en Nigérien, c'était aussi une course de montagne. Le Niger, c'est une course de montagne, mais c'était une course de route qui est un peu vallonnée. Et 2 mois après, je suis allé aussi faire juste ça, c'est pas pour le pays, mais c'est juste individuel. J'étais allé voir aussi, j'étais allé courir aussi pour ces 12 km-là. Du coup, ça m'a aidé à ouvrir beaucoup de portes et beaucoup de visibilité et de connaissances aussi. Quel était ton statut à cette époque, Tesfaye? Est-ce que tu étais un coureur professionnel? Est-ce que tu pouvais vivre de ton métier de coureur, ou est-ce que tu devais étudier ou travailler en parallèle? Non, j'ai étudié et travaillé parce que c'est difficile. Avec la course à pied là-bas, on ne peut pas vivre. Même ici, c'est difficile. Même ici, là, maintenant, j'arrive vraiment pas à vivre avec la course à pied parce que déjà, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, de blessures, pas de santé, mais de blessures liées avec la course à pied. Non, j'avais les passions. Donc, c'était les passions qui m'a aidé à rester aussi longtemps, à faire des entraînements, faire des courses jusqu'à maintenant. Mais on ne gagne rien. C'est juste comme ça. Mais on avait un rêve. C'est vraiment notre rêve, c'est vraiment sortir à l'étranger et gagner une course. C'est aussi gagner notre vie. Quand tu gagnes une course, il y a toujours des récompenses. Mais ce n'est pas suffisant pour vivre vraiment comme être indépendant. On va te mettre dans une deuxième situation concrète, Tesfaye. Oui. Le 15 septembre 2007, cette fois-ci, c'est à nouveau l'épreuve du Trophée mondial de course en montagne, cette fois-ci à Ovrona, en Suisse. Tu vas à nouveau réussir une incroyable performance en terminant 2e de l'épreuve individuelle.
et également deuxième de l'épreuve par équipe. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu t'es senti pour ce deuxième championnat du monde et comment tu as réussi à réitérer une incroyable performance? Ouais, c'est quelque chose qui est toujours gravé dans mon corps. Comme j'ai vu en Suisse, des fois quand je voyage, quand je passe, où je fais le championnat du monde ici à Auvergne, le souvenir, ça vient tout de suite. Et quand je suis venu ici, pour être bon, tous les athlètes, ils courent pour gagner, pas pour accrocher derrière. Mais quand je suis venu ici, après, il y a des concurrents, évidemment, il faut rendre compte qu'il y a aussi d'autres concurrents qui viennent pour gagner, d'autres coureurs. Mais j'avais 100% confiance vraiment de remporter la course avec l'expérience que j'ai eue l'année d'avant et avec les challenges que j'ai eus. Et j'étais vraiment persuadé vraiment de faire vraiment un bon résultat, et que ce soit individuel et même en équipe, parce qu'on était vraiment très forts. Et malheureusement, c'est pareil. C'était Marco Gasperi, il s'appelle Marco Gasperi, c'était un Italien qui est vraiment très fort, que je l'admire beaucoup, surtout la descente, tout ça, c'est incroyable. Lui, il ne court pas, mais il vole, quoi. Et on a toujours une technique, parce que nous, on est très forts dans la montée, mais tout ce qui est vitesse, la descente, je pense qu'on est un peu faible. Ma première place m'a échappé. Et je n'ai pas pu aller chercher, puis je fais deuxième place. Mais j'étais quand même fier d'être en podium et emporter une médaille aussi en Copa de Retrait individuelle et en équipe. À l'issue de cette course, tu vas décider de demander l'asile en Suisse et de ne pas retourner en Érythrée. Est-ce que tu pourrais nous décrire l'impact que ça a eu sur ta vie sportive, ce choix? Oui, j'ai eu beaucoup d'impact positif, je peux dire. Parce que, je ne peux pas dire négatif, parce que positif, parce que je rencontre pas mal de gens qui sont très très sympas et qui m'ont aidé et qui m'aident jusqu'à maintenant à travers ces passions-là, à travers ce sport-là. C'est grâce à ma sage décision que je cours encore maintenant. Parce que moi, j'imagine moi-même retourner en Afrique, faire aussi des courses comme ça. C'est de rester longtemps possible dans ce domaine-là, c'est vraiment difficile parce qu'on se blesse, puis on n'a pas de traitement, on ne soigne pas bien correctement, et puis on peut perdre tout ce qu'on a construit. Même ici, en restant ici, j'ai eu beaucoup de challenges. Ma grosse longue période de blessure, c'était pendant 7 ans. 7 ans sans rien faire. Et puis du coup, voilà, le fait que je restais ici, ça m'a aidé vraiment à faire pas mal de choses. Après, j'ai gagné pas mal de courses individuelles. J'ai participé aussi sur des courses internationales, sur des courses en individuel, je veux dire. Pas en équipe, mais en individuel, je suis pas encore. Je peux pas présenter mon pays, Érythrée, en tant que réfugié. Je peux pas, parce que je suis pas encore naturalisé. Et par contre, en individuel, j'ai fait pas mal de choses sur des courses ici en Suisse ou à l'étranger, aux voisins. Puis voilà. Quand tu t'es installé en Suisse en 2007, comment est-ce que tu as fait pour t'entraîner? Parce que ça faisait de nombreuses années que tu t'entraînais en Érythrée. Comment tu as fait pour lancer ta routine d'entraînement et avec qui notamment? C'est une bonne question parce que quand je suis arrivé ici, c'est difficile de trouver les gens désintégrés déjà. On ne parle pas la langue, tout est nouveau pour moi. Les premiers 3-4 mois, c'était vraiment, même 6 mois, je peux dire, mais c'était vraiment horrible. Je me souviens maintenant, au 12e ou 3e mois, quand je suis resté ici, il y avait des moments vraiment que j'ai envie vraiment de retourner chez moi parce qu'il faisait froid et tu parles avec personne, puis la vie que tu attends aussi quand tu viens ici, parce que voilà, tu vis dans un centre avec beaucoup de gens et pour leur programme, et parce que quand j'étais chez moi, et chaque entraînement, chaque séance, j'avais un agenda, donc je notais sur mon agenda. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, combien de minutes j'ai fait, les répétitions, le temps de repos, tout ça, les distances. Et du coup, j'ai utilisé ce programme-là, en fait. Le programme que je faisais
quand j'étais en Érythrée, j'utilisais le même programme. Après, moi, j'adore tout ce qui est découvert quelque chose, chercher sur le site, voir ce qu'il y a. Je faisais ça et puis après, je rencontrais aussi Pierre Morat, je ne sais pas si vous connaissez, et qui a un magasin de sport à Carouge, ça s'appelle New Concept Sport, c'est le patron. Et j'ai rencontré lui par des amis, puis il m'a aidé à faire des programmes, des entraînements, tout ça pendant un certain temps. Après, voilà, j'ai bricolé, parlé par là, par ici, par là, et puis et maintenant je suis coaché par Frédéric Gazon. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta semaine type en termes d'entraînement sportif, quand tu es à 100% de tes moyens? Ça dépend ce qu'on prépare comme objectif. Est-ce qu'on prépare un 10 km ou un semi-marathon ou un marathon? Donc ça dépend de ce qu'on prépare. Donc c'est en fonction de ce qu'on fait qu'on s'entraîne. Et par exemple, si je prépare un marathon et je dois faire minimum environ 160-170 km par semaine. Donc si on commence par lundi, par exemple, lundi, si je fais le matin, je fais 2 fois 18 km et l'après-midi, je fais 12. Et mardi, je fais des intervalles sur route ou sur le schéma ou bien des répétitions sur la piste. Ça peut être des 400 mètres, de 200 mètres ou de 300 mètres, mais plusieurs fois, 15, 20, jusqu'à 24. Et mercredi, j'ai fait un petit footing léger, 12-13 kg. Et l'après-midi, je fais un renforcement musculaire. Et après, encore 5-6 km de récupération après la gym. Et le jeudi, j'ai fait un temporan, par exemple, de faire 1 heure et demie. Les premières 30 minutes léger, le temps que le corps ça chauffe. Et puis après, la dernière 1 heure, vraiment au rythme 16,5 ou 17, comme ça, alors, 7 km à l'heure. Et vendredi, 2 fois, j'ai fait l'époxy. C'est une stimulation attitude, en artificiel et avec les masques, tout ça. J'ai fait ça 1 heure à 30 minutes. J'ai fait 2 fois 1000 à 2400 mètres. Non, à 3500 mètres, pardon. Parce que je trottine. Et après les dernières 30 minutes, j'ai fait à 2800, mais à 16 km/h. J'ai fait chez Personal Trainer ici, juste à côté de l'hôpital. Là. Samedi, je fais des courtes de sciences spécifiques, voire par exemple 5 fois 2 km. 2 km vite, 1 km pause. C'est des intervalles. Et après le dimanche, j'ai fait une longue sortie et endurance basique, 2 heures, 2 heures et demie, autour de 25 et 30 km. Est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment est-ce que tu as intégré l'ostéopathie dans ton programme de préparation et pourquoi? C'est une bonne question. Moi, je suis expert des blessures. Je me blesse souvent et puis du coup, j'ai toujours eu des problèmes par là, par ici, des genoux, sur différents endroits. C'est du genou, le rotulien, les bassins et les centres pubiens et sacro-iliaque, pas mal de choses. Et puis c'était en 2012 que j'ai commencé l'ostéopathie. Puis parce que j'avais une blessure au bassin là. J'ai fait tout le traitement, j'ai fait tout l'examen et puis j'ai rien trouvé. Et puis mais j'avais tellement mal, je pouvais pas marcher même. Puis à la fin on m'a dit il faut faire une opération, vraiment mettre une prothèse, voilà. Pour pouvoir courir tout ça. J'ai posé seulement 10 questions à ces médecins de sport qui m'ont regardé. Et puis, si je pourrais courir comme avant, ils m'ont dit ouais, on peut courir comme avant, mais pas comme une Ferrari. Alors ça veut dire que je vais avoir des gênes, je vais avoir des problèmes si je fais une opération. J'ai dit non, je fais pas. J'ai essayé avec à ma manière, avec d'autres traitements, peut-être mettre en repos ou faire un autre traitement, parce que je faisais que la physio. J'ai pas eu des chances ou de tester autres traitements. Puis après j'ai commencé à faire la préparation physique, la gym. Je faisais 2 fois par jour et à côté, 2 fois par mois, je faisais l'ostéopathie. Mais vu qu'elle n'est pas remboursée par l'assurance
c'est difficile de faire chaque semaine l'ostéopathie, puis je faisais 2 fois par mois. Je trouvais quelqu'un qui m'aide aussi avec un prix, un produit. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'ostéopathie. Et puis depuis 12 ans, je travaille avec Alain, grâce à mon ami de cœur, Olivier Tenerer, je ne sais pas si vous le connaissez, qui gère aussi mon administratif, tout ce qui est managérine, qui gère avec... voilà, c'est dans mon outrage, dans mon équipe. Comment l'ostéopathie, elle contribue à améliorer ta performance et justement à prévenir les blessures? Avant, j'allais, je sais pas, chez un spécialiste en physio ou un médecin ou en ostéopathie quand j'étais blessé. Maintenant, j'ai compris depuis 12 ans, 3 ans, vous dire, parce que quand tu n'es pas malade ou quand tu n'es pas blessé, on ne pense jamais qu'un jour on va être blessé parce qu'on est toujours positif, puis du coup, ouais, je ne vais pas blesser. Puis c'est à l'avance que je prépare avec Alain et je le vois 1 fois par mois pour vraiment gérer aussi la gestion de stress et la préparation et la posture. L'équilibrage du corps, c'est important. Et souvent, quand on fait, avec plus de charges d'entraînement, quand on fait de longues sorties, c'est vraiment très important de préparer avant d'être blessé. Il faut vraiment éviter des choses qui vont arriver plus tard avec cette méthode de traitement. Du coup, Alain joue un grand rôle dans ma carrière en préparant sur les plans physiques, on peut dire. Et justement, comment est-ce que tu fais pour intégrer Alain, ton ostéopathe, dans ton plan d'entraînement et pour que ce que vous mettez en place, ça te serve dans ta préparation de marathon, par exemple? Ouais, et avoir quelqu'un, un spécialiste autour de toi qui te traite, qui te connaît déjà bien, c'est très important parce que, comme j'ai dit, c'est la gestion de stress et la préparation, le traitement. Parce que moi, par exemple, je ne dois pas faire avec d'autres ostéopathes qu'Alain. C'est que lui qui me connaît, qui sait où j'ai besoin d'un traitement ou pas. Et du coup, c'est vraiment il a un rôle très important dans l'équipe où il y a les gens autour de moi. J'ai le coach, j'ai le manager et qui gère tous les admins, tout ça. Et j'ai un physio et aussi Alain pour l'ostéopathie qui m'accompagne dans ma carrière sportive, dans mon projet. Et quand j'ai quelque chose, je vais vite partager des choses avec Alain ou avec d'autres physios qui règlent vraiment le problème. Voilà. Donc un sportif, il doit être vraiment accompagné par des gens qui ont des connaissances, pas seulement un coach qui prépare les plans d'entraînement, aussi un ostéopathe aussi qui demande tout le temps ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que je ne dois pas faire. Puis il regarde, il analyse et il dit ouais, tu as besoin d'un traitement, oui, peut-être c'était un signe ça parce que tu as fait trop. Et c'est important d'avoir des gens comme lui, comme nous autour de nous. Hormis l'ostéopathie, quelles sont les autres stratégies de préparation et de récupération que tu mets en place pour être performant? Je fais beaucoup. Je fais le massage, je fais des fois la cryothérapie aussi et je fais la préparation mentale. C'est aussi beaucoup. C'est aussi dans la gestion de stress, dans la stratégie et voir les choses, préparer les choses à l'avant, pas seulement l'entraînement, parce qu'il faut aussi préparer le cerveau, la tête pour vraiment être au top. C'est bien ça. Après, voilà, il faut optimiser le plan d'entraînement par rapport à ce qu'on prépare par rapport à notre objectif. Quelle est la différence entre l'ostéopathie et justement ces autres formes de préparation ou de récupération que tu as essayé? L'ostéopathie, c'est un traitement qui réagit instantanément. L'autre traitement, l'autre récupération, massage, c'est bien pour détendre les muscles, tout ça, mais c'est pas la même chose qu'un ostéopathe. Je travaille vraiment interne avec l'os, avec les muscles qui sont invisibles, mais on le sent. Et la cryothérapie,
pareil, même si on ne la fait pas, c'est pas grave. Il n'a pas un grand avantage, oui. Mais le plus avantageux, c'est vraiment le traitement ostéopathie et physio, qui ont vraiment le contact avec ce qu'on sent et ce qu'on a mal. Donc, après, les choses qui sont accumulées, en addition l'ostéopathe, massage, la chirothérapie, autre chose, ça aide aussi à être en forme et à avoir une bonne santé aussi pour un sportif. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux sportifs qui n'ont pas encore incorporé l'ostéopathie dans leur routine d'entraînement? Ouais, il faut essayer parce que souvent les gens ils comprennent pas parce que l'ostéopathie, les gens souvent ils préfèrent la physio parce que la physio il faut un peu la manipulation, il attend un peu et touche et le traitement ostéopathie souvent tout le monde déjà il y a aussi peut-être un aspect financier parce qu'il n'est pas remboursé par des bases. Et je pense que les gens ils comprennent pas parce qu'avec le touche qu'ils font, et ouais, il me touche seulement et il n'a rien fait d'autre. Parce qu'il attend qu'on lui fait mal ou craque quelque chose et puis comme ça, plus tu attends ça, plus tu as mal. On pense si on a gagné, on a disparu et la douleur qu'on a. Mais l'ostéopathie, c'est vraiment très important, c'est de comprendre comment il fonctionne ton corps, comment tu es positionné d'ailleurs, comment tu es positionné quand tu cours, parce qu'il regarde, et si tu es positionné je sais pas, à travers ou en avant, et puis c'est important d'intégrer ce traitement d'ostéopathie pas seulement, moi je ne conseille même pas seulement pour un élite, pour un sportif, mais pour tout le monde, même pour les gens amateurs, même pour les gens normaux qui ne font pas le sport. Ce traitement-là, c'est très important parce qu'on a toujours d'attention, on a toujours de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Et par contre, quand on a mal quelque chose ou qu'on court près d'un spécialiste. Donc, du coup, c'est important de voir un ostéopathe, même si ce n'est pas régulier, en complétant les plans d'entraînement. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un programme, parce que c'est pas seulement que tu es capable de faire 200 km, 230 km par semaine que tu vas gagner, parce que tu as besoin aussi d'autre chose. C'est pas une petite chose, un traitement, prévenir quoi. C'est traiter la zone qui te fait mal, la zone qui est un peu chargée, la zone qui a plus de tension, ta zone un peu faible, comment tu dois renforcer, et c'est important. Tu nous as dit qu'au début de ta carrière, tu étais un spécialiste de course de montagne. Et puis après, quand tu es arrivé en Suisse, tu t'es concentré sur des distances comme le 10 km, ou comme le semi-marathon, ou comme le marathon. Comment est-ce que tu as fait cette transition de course de montagne vers la course plus traditionnelle, on va dire? Les entraînements, quand j'étais coureur de montagne jusqu'à 2012, et souvent, quand on court en montagne, on a plus mal les genoux. C'est un genou qu'on se blesse souvent parce que moi, je n'étais pas seulement un coureur de montagne, parce que le course que je faisais, c'était vraiment vertical. Vraiment, tu commences à 2000, tu finis à 3000 mètres. C'était vraiment vertical. Et puis, on ne fait pas beaucoup de charges d'entraînement quand on court, quand on est en coureur de montagne. Surtout, moi, je n'étais pas un trailer, mais course de montagne, vraiment 12. Maximum, c'est 20 km que je faisais, pas plus. Donc, la préparation n'était pas énorme. Donc, le volume d'entraînement, c'était vraiment intense, mais court. Puis après, puisque j'avais l'expérience, je pensais que je suis fait pour ça. Et je disais, si j'ai fait ça, si j'ai fait une bonne performance en course en montagne, donc ça veut dire que j'ai regardé aussi les chronos que je faisais en montagne, puis sur 12 km, sur 10 kg, sur 8 kg. Je dis, si j'ai fait sur 8 kg, 12 kg en montagne à 2000, 3000 mètres comme ça, et peut-être je fais beaucoup mieux, ou peut-être j'ai plus d'avantages sur la route. Je pensais ça, et puis je dis en 2012, je descends sur la route. Et ma première course, c'était, je faisais aussi la course d'escalade, une autre fois. Mais c'était en 2012, j'ai fait 5 km à Berne, ça s'appelle Grand Prix de Berne. Il y a 10 miles et il y a aussi 5 km.
J'ai fait 60 km. J'étais juste perdu sur la dernière ligne droite avec un Suisse. Donc, j'ai fait une 10e place comme ça. Depuis, j'ai une blessure. Mais je pense que j'aurais dû rester plus à la montagne que sur la route parce que la montagne, on fait moins de volume d'entraînement et puis il y a moins aussi de blessures. On se blesse un peu moins que sur la route parce que plus on fait sur la route, sur le semi, sur le marathon, les charges d'entraînement il est beaucoup plus intensif. Et après, courir seulement tout le temps dans le goudron, c'est aussi un aspect vraiment très dangereux pour la santé et puis pour toutes les articulations, quoi. Il y a plus de chocs que courir en forêt, en la montagne, dans la nature, sur les chemins. Mais voilà, j'étais brillé sur quelques distances, sur quelques courses, mais pas vraiment comme j'étais à la montagne. Tu nous parlais tout à l'heure d'une longue période de blessures, 7 ans au total. Comment est-ce que tu as vécu ça en tant qu'athlète de haut niveau? C'était une grosse blessure que j'ai eue. C'était incroyable. Et puis, 7 ans pour un athlète, c'est beaucoup. Même 3 mois. Hein. Souvent, les athlètes, quand je vois qui se plaignent un peu pour 3 mois, 6 mois, moi, je rigole, quoi. Moi, j'étais arrêté 7 ans, puis 7 ans, c'est beaucoup. Donc, pendant 7 ans, un sportif, je faisais que ça. J'ai jamais eu un jour de repos dans ma vie avant ma blessure. Je faisais tout le temps, même le dimanche. Et je faisais que ça. Puis, après, quand le médecin te dit, ouais, soit tu fais l'opération, soit tu arrêtes de courir, ou pas. Puis pendant 7 ans, c'est long. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pendant 7 ans? Je sais que je vais m'ennuyer et je sais que je vais peut-être avoir du stress parce que qu'est-ce que je dois faire pendant 7 ans? 7 mois, 7 ans, c'est beaucoup. Et puis, il me dit, à l'époque, c'était Pierre Morat. Et puis, j'ai parlé avec lui, écoute, parce que là, ma blessure, ça va me couper beaucoup de temps. Et puis, est-ce que tu rends, je sais pas, un petit boulot dans ton magasin? Il y avait un magasin à Corrège qui est ouvert. Et puis, je lui ai dit, ouais, pas de problème. Moi, j'ai regardé avec mon associé et puis on te tient en courant. OK. Et puis, ils m'ont convoqué. Et puis, j'ai fait un stage d'un mois, mais je parlais pas bien français. Et c'était vraiment très difficile. Et puis, moi, j'adore aussi les liens, le contact avec la clientèle, tout ça. J'adore donner les services. Et puis, ils m'ont testé pendant 1 mois. Et puis, pas de problème, on t'apprend, et pas de souci, tout ça. Je dis OK. Puis, du coup, j'étais engagé comme apprenti. Et puis, je les ai demandé à avoir parce que il fallait m'occuper. Et j'ai postulé comme apprenti, puis à AFP, assistant de commerce de détail, pour 2 ans. Et puis en parallèle, le soir, j'allais à l'école pour le français, parce qu'il faut aller, parce que si je dois faire l'apprentissage, je dois quand même être aussi un peu compréhensible sur le français, parce que le cours il est un peu intense. Et j'ai fait 12 ans d'apprentissage, j'ai eu une meilleure note, j'ai eu 4,9. Et du coup, je passais directement au CFC. Je me dis, je vais faire le CFC parce que pour aller au CFC, il faut avoir 4,8 de moyenne. Donc, moi, j'ai eu ça. J'ai eu 4,9. Je suis pas après, je suis rentré directement au 2e année de CFC. Je fais 2 ans de CFC, gestion de commerce de détail. Au lieu de faire 5 ans, j'ai fait en 4 ans. En 4 ans, j'ai fait AFP et CFC. Et la blessure est presque. Après, avec le temps, je pense, ou quand je fais pile au moment où j'ai fini, c'est en 2016 que j'ai fini mon apprentissage. Au moment où j'ai fini mon apprentissage, la blessure est partie. Quand on fait rien, quand on est quelque chose, quand on est blessé, on fait rien parce qu'on pose tout le temps à la blessure ou l'endroit où on est blessé. Puis on dit, est-ce que ça va guérir? Est-ce que je commence demain? Qu'est-ce que ça va être? Si on s'occupe d'autre chose, c'est beaucoup plus facile et le temps aussi, ça passe beaucoup plus vite. D'ailleurs, je suis blessé encore et puis ça fait 3 mois que je suis blessé. 4 mois, et là, je fais la formation. Puis ça m'occupe un peu, puis ça fait du bien. Une fois que tu as terminé ton apprentissage et que ta blessure était passée, comment tu as fait pour reprendre le sport de haut niveau? J'ai travaillé jusqu'à 2018 où j'ai fini mon apprentissage. J'ai fait mon apprentissage chez NCF Sport. Et en 2006, j'ai pas pris mon congé de vacances. Et puis en 2007, j'ai fait 5 semaines de stage au Kenya. On prend un petit peu, avoir plus de massages, s'entraîner, voir les gens comment ils s'entraînent
pour inspirer les gens, de grands athlètes qui vivent là-bas, qui font beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait 5 semaines de stage, je suis retourné ici, j'ai fait une bonne performance. C'est difficile de retrouver vite après 7 ans d'arrêt, de blessure. C'est vraiment difficile. Et ça allait, 2017 ça allait, c'était juste faire l'escalade, puis c'était bien. Puis en 2018, je dis, moi, je vais arrêter le travail puisque je vais courir, je vais vivre ma passion parce que j'ai pas vraiment eu à fond et aussi voulu faire le rêve que j'avais depuis tout petit, aller aux Jeux Olympiques. Et puis je suis retourné au Kenya, c'était au Kenya que j'ai allé en 2007. 2018, j'ai retourné au Kenya au mois de février. Pendant 1 mois, je suis parti pour 2 mois, mais au bout de 2 semaines, je pense que j'ai fait un peu trop. J'étais un peu égoïste, comme si me manquait beaucoup de kilométrage pendant 7 ans. Et puis j'ai dit, j'ai un peu poussé le matin et le soir 2 entraînements par jour. Et du coup, j'ai eu une petite blessure le sein amphibien. C'était vraiment très douloureux. On n'arrivait pas à tousser, en tournoi. C'était terrible. Du coup, j'ai dû annuler tout mon séjour au Kenya. Je suis retourné ici à Genève pour traiter. Et puis, j'ai eu une petite infiltration qui m'a coupé aussi pendant 1 an, en 2018. Puis après, en 2019, je suis retourné encore. Je travaillais à côté un petit peu 30% en 2019. Puis après, mois de juillet, je suis parti à Saint-Maurice pour s'entraîner. En 2019, après, j'ai changé à un autre coach. Il s'appelle Tesfaye Tisha. C'était aussi un ancien coureur. Et je préparais pendant 2 mois avec lui. Il y a aussi sa femme qui court. Puis avec sa femme, parce que j'avais pas vraiment des capacités après la blessure de s'entraîner vraiment au programme très intensif, très chargé. Et je faisais avec elle. Et puis on faisait le même programme. Après, mois de septembre, j'ai fait le marathon. C'était mon premier marathon. Un truc pro. Et j'ai fait en 2019, j'ai fait Berlin Marathon, et c'était mon premier marathon. Ça allait, jusqu'à 39e kilomètre, ça allait, j'étais bien à l'aise. À la base, je suis rentré, quand j'ai fait ça, j'ai fait 12-15, 12-16, ça va. C'est bien, c'est déjà plutôt pas mal. Et ça allait, jusqu'à 19e kilomètre, j'étais à la base de 12-10, 12h10. Tout va bien, la gestion, tout ça, ça va. Au 39e kilomètre, il y a les crampes qui m'ont bloqué au mollet, le dos mollet, et je ne pouvais plus avancer. Le reste de 3 kilomètres, je commençais à faire à 4 minutes kilo. Et j'ai fait 12-13. J'étais vraiment content, fier. Mon premier marathon de 13, c'est pas énorme, mais pour moi, j'étais vraiment satisfait d'où j'ai bien. C'était vraiment encourageant. Et puis en 2020, après, j'avais d'autres projets. Mon projet, c'était vraiment aller au Tokyo pour les Jeux Olympiques. Et parce que j'étais sur le point de naturaliser être suisse. Parce que j'ai demandé mon permis. J'avais un permis B, mais j'ai demandé un permis C anticipé en ayant avoir un permis C qu'on demande, on peut demander aussi la naturalisation. Après, j'ai eu une bourse d'études de COI et puis j'ai abandonné les marches de naturalisation. Et on a eu le Covid, puis ça m'a un peu coupé mon carrière sportive, on peut dire. Puis après, je suis en 2021, je fais les vaccins, le 2 doses de vaccin, et puis qui m'a complètement détruit ma vie professionnelle. Et parce que j'ai préparé un marathon aussi en 2021, en Berlin Marathon. Et j'ai pris le premier vaccin en juin et le deuxième en juillet. Et au mois d'août, j'avais un semi-marathon à Berlin. C'est juste pour préparer le marathon. Ça allait, je fais 1,4. Mais le marathon, c'était horrible. Je suis fini à l'hôpital au bout de 30e kilomètre parce que je suis tombé et j'arrivais pas vraiment à respirer. Et puis depuis, j'ai galéré vraiment à retrouver ma forme, vraiment à retrouver envie de s'entraîner vraiment comme il faut. Et puis j'essaie le max possible. Je suis parti l'année passée en Éthiopie pour préparer pour avoir ce minima aux Jeux Olympiques. Ça allait. J'ai passé une 4 au passage semi. J'étais à la base de 8, de 7, 50. Mais malheureusement, au 30e kilomètre, j'ai eu toujours des problèmes des muscles.
contracté que j'ai pas pu finir le marathon et puis j'ai lâché mon objectif, on peut dire. Tesfaye, on va te mettre dans une dernière situation concrète, justement. Le 8 juin 2021, tu fais partie de ces 56 athlètes qui bénéficient d'une bourse du CIO. Il y en a 29 qui seront sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Malheureusement, tu ne faisais pas partie de ces athlètes-là, mais comment tu réussis à trouver la force pour essayer de concrétiser ton rêve de participer aux Jeux Olympiques en 2024 au final? Parce que, ouais, en 2021, parce que moi, en 2020, Tokyo, c'était jusqu'à le dernier 2 mois, j'étais vraiment le premier athlète à pouvoir courir dans le couloir de COI. Et parce que j'avais un meilleur chrono sur tous les athlètes qui ont des scholarships sur marathon. Et puis, la dernière 2 mois, il y avait un autre athlète qui est sélectionné aussi qu'avec nous, dans le team, qui a fait 12-10, qui a fait les minima. Et puis, du coup, parce que le quota, c'est vraiment, de chaque discipline, il prend qu'un seul quota. En Olympique, il n'y a pas beaucoup de quotas. Et puis, du coup, ils ont choisi lui à ma place parce qu'il a eu les minima. Du coup, c'est pour ça que j'ai raté le dernier 2 mois. Parce que j'ai fait en 2019, parce qu'un marathon, un minima, ça dure 12 ans. Donc, j'ai fait en 2019, 2021, ça reste assez bien. Par contre, en 2021, ouais. J'ai pas fait de marathon parce que j'étais persuadé que je présentais, que je pourrais aller avec ce chrono-là. Puis malheureusement, l'autre athlète qui a fait mieux comme moi, puis du coup, comme je choisissais, qu'ils prenaient qu'un seul quota par chaque discipline, ils l'ont pris lui. Et puis, j'ai pas désespéré. Puis je dis, c'est pas grave, je vais faire Paris. Donc, j'ai commencé à mettre les choses en place après Tokyo. Malheureusement, après, j'ai postulé la candidature dans les teams COI, mais ils ne m'ont pas accepté. Et puis voilà, donc jusqu'à décembre, ça allait. On a beaucoup travaillé avec les gens qui sont autour de moi. Alain et tous mes sponsors, Olivier Antenerer, c'est aussi mon manager. Et ça allait jusqu'à décembre, ça allait tout bien. Ça marchait bien. Et puis après, il dépendait de moi parce qu'il fallait courir ce minima-là, puis c'est pas ma faute, je pense que c'est les gens qui ont abandonné, puis j'ai un objectif maintenant que j'ai pas parlé à personne, que je parle avec vous maintenant, avec vous, mais mon rêve toujours c'est de faire quelque chose dans le monde, faut toujours rêver, sans rêve on peut pas avoir ce qu'on veut, et puis moi maintenant je reviens courir un marathon en Costa Cravate, et pour les chaussures. J'ai regardé, c'est 2h40 sur marathon. J'aimerais bien faire, bien préparer et faire ce chrono-là, et battre ce chrono-là. Mais je fais juste vous lancer à vous, et puis j'espère que vous aussi vous m'aidez à faire ces démarches. Si vous avez des connaissances, les gens qui travaillent là-bas. Puis mon but maintenant, c'est vraiment, ça c'est comme un long terme objectif, mais un court terme objectif maintenant, c'est vraiment de retrouver les sensations et de plus être blessé et de soigner ma blessure. Ça, c'est mon premier objectif. Après, une fois qu'il y a la santé, une fois que je rattaque, il y aura d'autres objectifs aussi. Ça peut être marathon, ça peut être autre chose. Comment est-ce que tu envisages la suite de ta vie, Tesfaye, quand tu arrêteras de courir? Je prépare maintenant à l'avance parce que je pense, je ne vis pas avec la course à pied ici, mais je cours parce que j'ai la passion, parce que j'adore la course à pied. Parce que je ne cours pas seulement pour moi, je cours aussi pour les gens qui aiment la course à pied, évidemment. Aussi pour ma famille, je cours pour les gens qui n'ont pas eu la chance, qui étaient avec moi, qui sont plus aptes à courir maintenant. Mais à travers la course à pied, moi, j'ai jamais vécu avec la course à pied. Donc, c'est juste la passion, parce que j'adore la course à pied. Et puis, il y a les gens qui me tordent, parce que je cours actuellement, parce qu'il y a les gens qui me soutiennent, et matériellement et financièrement, pour vraiment vivre mon rêve sportif. Et je les remercie beaucoup, beaucoup, parce que sans eux, je ne peux pas être là maintenant. Et oui, après la carrière sportive, c'est sûr, on ne va pas courir jusqu'à 50 ans, même si on gagne bien notre vie avec la course à pied. Et là, je suis en train de faire l'étude de marche
Et cette formation que j'ai fait actuellement aussi, c'est lié avec le service insertion professionnelle. Et je suis diplômé de massothérapeute. Là, je vise aussi de suivre une formation de coaching pour sportif de course à pied, mais coach sportif élite international, reconnu par IAF. Et d'ici l'année prochaine ou 2026, je ouvrirai mon cabinet de massage, de massothérapeute. Donc, il y aura pas mal de choses dedans. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune coureur qui envisage de devenir sportif d'élite? Déjà, il faut avoir un objectif clair dans sa tête. Et il faut rêver, évidemment. Qu'est-ce que tu vas être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Parce qu'on est libre de rêver ce qu'on veut. Mais pour réaliser ce rêve-là, il faut évidemment, il faut être patient, il faut être préservant, il faut travailler dur, évidemment. Et il faut respecter aussi ce que tu fais. Et demander d'aide les gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Ça peut être médecin, ça peut être un coach sportif, ça peut être des athlètes, un renseignement. C'est important quand même. Parce que chaque coureur ou chaque personne, il a sa propre histoire, sa propre expérience. Peut-être il y a des athlètes qui ont des expériences sur des victoires ou sur des palmarès. Il y en a aussi qui ont des expériences sur des blessures. Comment on doit prévenir, protéger des blessures avant qu'on soit vraiment blessé. Et faire des renseignements et évidemment, avoir la discipline aussi, c'est important. Donc, aimer ce que tu dois faire et respecter aussi. Qu'est-ce qui te donne le sourire quand tu cours et pourquoi ça te passionne en fait? Je sais pas, moi je comprends pas. J'ai toujours posé la question, mais je trouve toujours pas la réponse parce que moi, quand je cours pas, je me sens pas bien. Je suis fatigué. Des fois, il y a 2 jours que je dis, je suis fatigué aujourd'hui, il faut que je me repose. Même un jour off pour passer avec ma famille. Mais je suis mort de fatigue. J'ai jamais passé un jour pour dire ça en courir. Parce que si j'arrête, là maintenant ça fait 4 mois que je cours. Quand j'ai arrêté la course à pied. Mais là après avec le temps, on s'habitue un petit peu. On voit la fatigue. Mais il y a plus de stress aussi. On s'énerve un petit peu, on est un peu irrité, un peu sensible. Parce que le corps, il manque ce qu'il a l'habitude. Donc c'est comme l'endorphine, c'est comme le drag. On n'a jamais testé, mais si tu prends et tu arrêtes au bout d'un moment, le corps il demande ce qu'il a eu avant. Et du coup, pour moi, courir, c'est vraiment, je sais pas, c'est être libre, trouver ta voix, trouver ta sensation et parler avec toi-même interne. Pas externe, interne, comment fonctionne ton corps, ce qu'il dit. Et du coup, pour moi, c'est un joie, c'est un amour. Quel est le sportif actuel qui t'inspire, Moi, en foot, j'admire beaucoup Cristiano Ronaldo. Comment on appelle ça? Sa carrière sportive, il m'attire beaucoup, j'adore beaucoup. C'est très sage, très, très discipliné. C'est aussi un rêveur et qui obtient ce qu'il a rêvé, tu vois, c'est qu'il travaille dur, évidemment. À 39 ans, il brille toujours des choses bien. Mais en course à pied, c'est Kenenisa Bekele. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais il s'appelle Jonas Kefle. Il y a des athlètes qui m'inspirent beaucoup. C'est grâce à eux que j'ai commencé la course à pied parce que j'ai regardé beaucoup à la télé, au journal. Quand il présentait les rétriers, il courait le cross, pieds nus, sans chaussures, parce qu'il a perdu sa chaussure dans la boue. Et après, voilà. Il est à Goroud. Si tu pouvais poser une question à Kenenisa Bekele, quelle question est-ce que tu lui poserais? Parce que c'est une bonne question, parce que... Pourquoi j'ai pas... C'est parce qu'on s'entraînait en décembre ensemble, parce que j'étais dans son hôtel, et on était tout le temps avec lui. Tous les jours, on s'entraînait ensemble dans le même groupe. Après, il est trop fort, c'est vrai, mais on est dans le même groupe. Et il est très sympa comme personne. Et être très sérieux pour ce qu'il fait. Et il a des capacités
qu'elle n'a pas utilisé. Je pense c'est un athlète qui est vraiment très sage, qui n'est pas très vraiment collé avec de tout seul toujours, vraiment très calme, il est vraiment un extraordinaire et peut-être donner plus de temps à son sport, comme par exemple comme Kupchak. Justement, quelle question est-ce que tu lui... Quelle question Pourquoi est-ce que tu ne sacrifies pas beaucoup de temps à ton sport? On n'a pas vu grand-chose de ce qu'il est capable de faire. Parce que même lui, il a dit, il a toujours regretté de ne pas faire grand-chose sur le semi-marathon. Parce que souvent, des athlètes, ils courent derrière l'argent et tu vois, pour gagner avant qu'ils s'arrêtent leur carrière. Puis après, mais ils ont des capacités de faire quelque chose, tu vois, de briller et de faire les choses incroyables. J'ai pas dit que c'est pas un bon athlète, mais il a toujours... parce que récemment, c'est il y a 4 ans qu'on a battu son record de 5000 et 10 000. Et il est toujours... À l'époque, il a fait ça en 2004. Il y a 20 ans qu'il a fait son record, mais avec des chaussures normales, pas avec des technologies maintenant, avec les lasers, tout ça. Mais par contre, pour faire maintenant... À 41 ans, il a fait 2-4 l'année passée, ensemble dans la même course, balance. C'est la question que j'ai. Pourquoi tu n'es pas sérieux? Parce que je le connais, puis on s'en prenait ensemble, puis on a parlé un peu de fois, mais j'ai pas posé cette question. Ouais. Tesfaye, on arrive au bout de cette interview. Ouais. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, et puis je suis assez ravi d'être ici. De considérer comme un athlète et poser cette question, ça me touche beaucoup. Et c'est toujours avec joie. Merci Tesfaye. Merci beaucoup.